Ok, AEW Dynamite, chers fans de catch. J'adore parler d'AEW. J'adore parler d'AEW, pourquoi? Pas pour en dire du bien, j'adore en parler parce que c'est toujours un cas d'école. Il y a toujours énormément de choses à dire, à débattre. Ils font beaucoup de choses qui soulèvent le débat, justement, AEW. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir d'en parler. Bienvenue sur cette chaîne si jamais vous n'êtes jamais venu. Aujourd'hui, on parle de l'AEW Dynamite du 22 mars 2023. Un show complètement imparfait. Franchement, un show qui n'a été sauvé que par ses segments et à aucun moment par ses matchs, je tiens à le dire. Par segment, par les gens, par les meilleurs babyface qu'ils ont à la compagnie actuellement. Il a été sauvé par ça, le show. Même pas de MJF et son absence se fait ressentir quand il n'est pas là. Le show en prend un sacré coup. Mais allons-y, segment par segment, match par match. Commençons par le commencement. Et comme d'habitude, si vous suivez la WWE depuis début mars, vous savez par quoi Tony Khan aime commencer ses shows avec Orange Cassidy, l'attardé à poche, la personne que j'adore détester. Non, je n'adore pas le détester, je le déteste tout court. On a un six-man tag, Darby Allin et Sting, ainsi qu'Orange Cassidy affrontent le boucher, l'épée, équipe ça bien. Et quand je vous dis c'est sinon, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ce premier match, ce match d'ouverture, le match qui m'a donné envie de voir la suite du show, je me suis juste dit, mais qui en a quelque chose à foutre de ce match? Et vous savez pourquoi je me dis ça? Bah, faisons un constat des 6 lutteurs. Je vais être sympa, je vais commencer par ceux qu'on a quelque chose à foutre. Darby Allin. Darby Allin, apparemment futur prétendant au titre mondial de MJF. Donc, dans l'eau, c'est le seul où je me dis, ok, ce match est pour lui. C'est lui qui a une véritable affiche, c'est lui qu'on va suivre. Darby Allin, futur projet, très charismatique, il fait quelques ventes, il inspire les plus jeunes. Bon projet, et j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le ring. Et même sa promo la semaine dernière, c'est vrai que j'ai pas vu parler de la promo la semaine dernière avec la bar mitzvah d'MJF qui m'avait fait rêver. J'ai énormément aimé ce segment. Du moins, j'ai énormément aimé la partie de MJF et un petit peu aimé la partie de Darby Allin que j'ai trouvé très naturelle et très vraie. Pour ce qui est de Sammy Guevara et Jack Perry, je trouvais qu'ils n'étaient pas prêts, comme je le disais, hein, comme Christian le disait, tu n'es pas prêt, et il avait raison. Là, on l'a vu face à MJF, Jack Perry se fait bouffer, il n'a pas le niveau ni le charisme pour ça. Darby Allin, des trois, c'est celui qui a le plus de chances de proposer un programme intéressant. Donc, apparemment, on se dirige vers cette direction. Darby Allin, match d'ouverture, c'est lui le projet. Il est entouré de qui? De Sting, une légende, toujours agréable à regarder, même si bon, il se fait vieux, il n'y a plus de projet Sting et c'est normal. Mais au moins, il est là. Pour le reste, eh bah, on n'a pas envie de voir ça. Et surtout du côté des heals. Le boucher et l'épée, bien que sympa niveau physique, niveau catch, ça n'a jamais été vraiment ça. C'était pas toujours très fluide et plus personne n'a quelque chose à foutre parce qu'ils ne font que perdre. Et franchement, qui s'intéresse à Kip Sabian, ce jeune emo qui écoute du My Chemical Romance encore en 2023 et, et qui ne fait que perdre et qui ne représente aucune menace pour la compagnie? Donc les heals sont pas intéressants et ne me démarrez pas sur Orange Cassidy. Si vous suivez cette chaîne, vous savez très bien ce que j'en pense. Une insulte au business. Donc, qui en a quelque chose à foutre de ce match? Bah, personne, du moins. Si, les marques, les publics fans de l'EW et ceux qui adorent Orange Cassidy adorent ce match. Pour moi, c'est quelque chose que je trouve sans intérêt. Vraiment sans intérêt. Il n'y a aucune émotion qui s'en dégage. Il y a juste Sting qui a fait plaisir à Orange Cassidy. Alors, en copiant ses moves, on a vu Sting, la légende, reproduire les mouvements d'Orange Cassidy, ce qui animait la foule d'animaux de la WWE qui aime beaucoup Orange Cassidy. Je sais pas s'il l'a fait parce que Sting a fait preuve de charité ou parce qu'il est super sympa, qu'il veut faire plaisir à Orange Cassidy, ou bien si c'est un ordre de Tony Khan, une demande de Tony Khan, son employeur, parce qu'on sait très bien que Tony Khan est amoureux d'Orange Cassidy, hein, sinon il ne nous mettrait pas en opener de ses shows chaque putain de semaine. Alors que le projet, comme je disais, c'est Darby Allin, celui qui fait le pin final, c'est Sting. D'accord, bon bah super, du coup Darby Allin ne paraît pas grandi de ce match. À la fin, il regarde le panneau Double or Nothing comme quoi c'est là qu'il va avoir son futur rêve, mais il n'a rien fait de grandiose dans ce match, il n'a pas été forcément mis en avant. Ceux qui ont été mis en avant, c'est Sting et Orange Cassidy, puisque Sting copie les mouvements d'Orange Cassidy. C'est eux qui ont été mis en avant, c'est les deux qui ont été plus mis en avant, plus que Darby Allin, qui lui a un programme de championnat. Donc encore une fois, niveau booking, il n'y a rien qui va, il n'y a absolument rien qui va. Et juste pour finir, j'en ai juste marre de voir Cassidy ouvrir ce putain de show. Et si je vais pas résumer pourquoi je n'aime pas Cassidy, j'en ai parlé mille et une fois et je suis sûr que j'en aurai encore l'occasion d'en parler. J'étais juste dégoûté la semaine dernière quand il a perdu quand il a gagné face à Jeff Jarrett, pardon. C'était qui n'a pas beaucoup de prise, enfin, c'était lamentable. Aucune émotion
Bref, je n'aime pas Orange Cassidy. Je ne déteste Orange Cassidy même. Mais suivant, nous avons les champions par équipe, les Guns qui affrontent Top Flight. Bon, là, je vais pas me dire qu'il y en a quelque chose à foutre. Quand même, les Guns, c'est les champions. Ils sont un peu jeunes, mais ils ont du potentiel. J'aime beaucoup ce qu'ils donnent, notamment en micro et leur technique de heal. C'est pas toujours, ils font pas les meilleurs matchs. Ça n'a jamais été grandiose un match des Guns, ni pas psychologiquement parlant, mais ils ont recours à beaucoup de techniques de heal. Ils apprennent en fait et ils ont du potentiel. Top Flight, je trouve qu'ils en font trop, beaucoup trop. Et d'ailleurs, ce match, en fait, le match n'est pas terrible parce que le match était sympa juste parce que les Guns faisaient leur technique de heal. Parce que côté Babyface, côté Top Flight, c'était trop de trucs inutiles. Mais c'est ce que font Top Flight tout le temps. De toute façon, c'est des potes des Bucks, ils font pareil. Ils adorent leur combat à la con en faisant du trampoline. Trop de trucs inutiles pour faire stylé, je veux dire, à plein de moments, on les voit clairement s'observer, s'attendre pour faire des sauts. À plein de moments, ils peuvent se faire mal, mais préfèrent faire un truc épique, périlleux, qui n'a aucun sens et ils se mettent en danger en faisant ça plutôt que faire un vrai combat. Bref, je suis pas fan de ce genre de match, même si c'est impressionnant, c'était pas catastrophique encore une fois, c'était un match sympa, mais c'est juste pas ma cam. Quelque chose que je peux mentionner par contre, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup dans ce programme à la EW, et énormément, et que côté WWE, ils ont mieux fait, notamment avec Cody Rhodes. Je m'explique. Ce qu'ils font beaucoup à la EW, ce que j'aime pas trop, c'est que le heel commence à dominer, il faut une coupure pub, pendant toute la coupure pub, le heel domine, il fait de la hit, le babyface galère, sauf que nous, à la télé, on ne le voit pas puisqu'il y a la pub. Et retour de pub, dès que le retour de pub a été fait, dès que le programme se relance, le babyface fait son comeback directement. C'est-à-dire que le spectateur de la télé ne voit pas le heel malmener le babyface. Il voit juste une annonce et dès qu'il revient, le babyface revient. Donc il n'a pas vu le babyface galérer. Pourquoi il devrait en avoir quelque chose à foutre de son comeback? Il devrait en avoir rien à foutre. Pour les gens du public, c'est génial, mais pour le spectateur à la télé, ça ne procure rien. Et justement, Cody Rhodes côté WWE, au retour de pub, dans ces matchs, on le revoyait galérer une bonne minute avant de là faire son comeback. Voilà, donc encore une fois, c'est un truc qu'ils font beaucoup qui malheureusement du coup rend les matchs inintéressants possible pour les spectateurs de la télé. Mais bref, ce n'est pas très grave. En tout cas, ceux qui sont dans l'arène en ont pour leur argent. Donc évidemment, victoire des Guns. Là-dessus, bon, dans le match, on a aussi des gars un peu random qui sont intervenus pour attaquer Darius à un moment pour permettre aux Guns de gagner. Je savais même pas qui c'était les mecs. Il y a trop de monde dans ce putain de show. Ils mettent toujours des inconnus. Je crois que c'était des potes à Maria Kanellis, mais je me rappelle même pas de leur nom. Ils ont aucune utilité, aucune importance. Et ils sont venus agresser Top Flight. Sûrement une rivalité qu'on aura à Rampage, mais quand je vois des mecs random à la télé, ça donne juste pas envie de voir la suite en fait. C'est trop de monde dans ce programme, trop de monde qui ne servent à rien. Mais comme je le disais, le plus important, c'est ce qui se passe après le match parce que FTR font leur entrée. Cash Wheeler et Dark Starwood, enfin un petit peu de star power, des vrais babyface véritablement aimés dans la fédération et surtout des vrais putains de catcheurs qui savent délivrer des émotions, ça fait plaisir. Ils arrivent parce qu'ils veulent clairement récupérer leur titre, ils en ont un peu contre les Guns qui se sont foutus de leur gueule après leur défaite, etc. Et avant même de pouvoir parler, les Guns ils font non, c'est mort. Vous n'aurez pas de chance au titre. Et je trouvais qu'ils étaient intéressants, les Guns au micro. Ils étaient très extrêmes dans pour appuyer le fait qu'ils ne voulaient absolument pas rencontrer FTR. Ce qui est logique. Ils ont un peu peur de les affronter, ils veulent surtout pas, et c'est mort. Ils ne veulent pas les affronter. Et FTR ont été au contraire beaucoup plus calmes. Et dans un premier temps, ils ont fait ok, vous nous écoutez pas, donc si vous voulez, on se rebat. Et si on repère encore, plus jamais on pourra se battre pour les titres. Voilà, c'est une promesse annoncée. Et on fera un deal comme ça. Encore une fois, les Guns refusent. Ils ont dit non, mais tu comprends pas, c'est mort. T'as compris? C'est mort, vous n'aurez pas accès à ça. Et là, Dax, il fait ok, vous voulez ça? On refait un match. Et si on perd, on quitte la EW. Boum. Oh la clim dans la salle. Oh, ça fait mal. Pourquoi la clim? Parce que le public de la EW est un public de marque, donc tout le monde est au courant de la politique et de ce qui se passe et de tous les dires. Et tout le monde sait dans l'arène, et moi aussi je le sais, que FTR est en fin de contrat et apparemment devait prendre une décision pour la suite. Est-ce qu'ils restent à l'EW ou est-ce qu'ils vont ailleurs? Sûrement WWE. Et il y a une décision à prendre. Et on ne sait pas cette décision, et c'est très malin d'avoir fait ça parce que en faisant ça, on fait planer le doute sur est-ce que FTR avec ce combat, est-ce qu'ils vont vraiment perdre face aux Guns? En tout cas, c'est possible. Ça justifierait leur départ de la EW. Extrêmement malin, et surtout que les Guns, après cette annonce, ils sont en mode ah ouais, sérieux? Et ok, deal. Ils acceptent. Et eux leur serrer la main, ils leur crachent à la gueule et ils se barrent.
Donc en plus, beaucoup de 8, on a envie de voir FTR leur casser la gueule, c'est génial, c'est jouissif. Et quel que soit le résultat, c'est gagnant en fait. Quel que soit le résultat, c'est gagnant dans ce cas-là. Si Dax et Cash Wheeler l'emportent, ça veut dire qu'ils ont re-signé à la EW pour prolonger leur contrat. On va les avoir en tant que champion et c'est fantastique. Enfin, une bonne équipe en tant que champion. Et s'ils perdent, it's monumental sur les Guns. On les élève. Ils vont pouvoir apprendre auprès de FTR, prendre les derniers conseils possibles pour être beaucoup plus établis en tant que team dominante et team avec beaucoup de hits. Et ça, c'est super. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce programme, ça fait plaisir. Je bois un petit coup d'eau pour la suite. Suivant, et encore une fois, on va parler de l'incapacité de la AEW à bien booker ses shows. Je suis désolé, hein, à chaque fois, le problème que j'ai, c'est que je vois que Tony Khan n'est pas la seule tête pensante de ses shows. Ça se ressent parce que dès qu'il est entouré, dès qu'il met en œuvre des talents, des bons catcheurs qui connaissent la psychologie, qui savent raconter des histoires, qui savent faire ressentir des émotions. FTR, CM Punk, MJF, Danielson, c'est toujours excellent ce qui se passe à la télé. Et dès qu'il met en œuvre des gens qui sont beaucoup plus verts ou qui en font beaucoup trop, qui sont dans leur délire, qui sont dans leur délire de marque, ça devient cringe. La preuve est que dès qu'il a affaire à des talents, Tony Khan valide les idées des talents établis. Par contre, pour ceux qui sont verts, qui ne s'expriment pas forcément parce qu'ils n'en savent pas forcément beaucoup, là c'est Tony Khan qui book et c'est toujours une catastrophe. En l'occurrence, nous avons Hook, le fils de Taz, le projet Hook, un catcheur que j'aime beaucoup, qui a énormément de potentiel, qui a beaucoup de points forts, qui affronte Stokely Hathaway. Alors, beaucoup de points forts, oui, mais aussi potentiellement beaucoup de faiblesses. On n'a pas vu Hook sur tous les fronts. Moi, déjà, je l'ai vu en promo Hook, c'est pas bon. En Hook, en promo, c'est pas bon du tout. À parler, c'est un enfer pour l'instant. Il ne sait pas encore faire. Il est jeune, il a le temps d'apprendre. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il a énormément de qualité dans le ring. Il a un style unique, il a une gueule, il a une dégaine. Franchement, Hook, putain de projet, il y a quelque chose à faire avec lui. Mais il faut mettre en avant ses points forts. Quand t'es un booker, tu prends un catcheur qui est un peu vert, on parlait de Wardlow aussi. Wardlow et Hook, c'est des catcheurs un peu verts, mais qui produisent des émotions près des fans, qui sont très uniques, qui ont quelque chose de particulier et qui excellent dans leur domaine. Il faut surtout pas les dévoiler dans un domaine où ils peuvent montrer leurs failles. Et là, qu'est-ce qu'ils font à WWE? Qu'est-ce que fait Tony Khan? Il book Hook dans un putain de match sans disqualification. Et il est pas prêt. Ça veut dire utilisation d'objets, chercher des trucs sous le ring, etc. Et certes, c'est un match pour la blague. Stokely Hathaway, c'est une blague. Le but, c'est de faire rire les gens. De se faire casser la gueule. L'adversaire est pitoyable. Mais tous les coups de chaise que Hook mettait à Stokely sont nuls à chier. Ça se voit qu'il en a jamais mis de sa vie, qu'il s'est pas entraîné à le faire. Et du coup, ça montre que ce qu'on voit est faux. Alors que Hook, son point fort, c'est rendre ses matchs extrêmement crédibles. Son grappling, il est superbe à Hook. Il est fantastique. Pour son âge, il est vraiment fluide et beau. Et on croit à ce qu'il fait. Et là, vous révélez Hook dans une position où il est obligé de montrer que ce qu'il fait est faux. C'est pas une bonne position de booking. D'abord, on prépare le catcheur et une fois qu'il est prêt, on le met à l'antenne et on le dévoile. Mais surtout pas montrer en temps d'antenne ses faiblesses. Surtout que cette victoire n'apporte absolument rien à Hook. Ça ne l'élève pas d'avoir ridiculisé Stokely Hathaway qui est une blague. C'est du temps d'antenne perdu, c'est du temps d'antenne qui n'a servi qu'à montrer les faiblesses de Hook. Ce n'est pas du bon booking. C'est une blague. Alors oui, j'ai rigolé à un moment, j'ai rigolé sur l'essai du percut qu'a fait Stokely en courant à l'extérieur du ring. Il a tenté un uppercut en sautant, en faisant un petit cri. Il n'y a eu aucun effet et c'était assez rigolo, je suis d'accord. Mais c'est inutile pour long terme et pour la construction des personnages. Mais apparemment, il va affronter bientôt Ethan Page, qui lui est un nom un peu plus établi, un peu plus entre guillemets. Hein. Il faudra un versus un classique. Il ne faudra pas de fioriture, pas d'interférence, juste un match de catch classique entre les deux où Hook pourra plus se montrer sur son beau jour. En tout cas, voilà tout ce que je vais dire concernant Hook. Mais suivant, nous avons encore une fois, on n'arrête pas, j'arrête pas de tacler la W, en même temps il le mérite, hein, il cherche. Hein. Adam Cole. Adam Cole. J'adore Adam Cole. En ce moment, Adam Cole, il a une réponse des fans, mais qui est énorme. Je crois que c'est peut-être le babyface de la compagnie actuellement qui est le plus over avec la foule. Les gens l'aiment, et ils ont raison de l'aimer. Adam Cole, en promo, il est superbe. Il dégage beaucoup d'émotions. Alors, c'est pas le meilleur, mais il est là, il fait son retour après plusieurs mois d'absence où il a hésité, il a cru qu'il allait devoir prendre sa retraite, il a vraiment cru qu'il allait mourir de temps en temps. Enfin, c'était fort. Et là, apparemment, semaine prochaine, il fait son match retour.
C'est génial. La promo est cool. Voilà là où j'ai un problème. Et c'est toujours le même. Pourquoi Adam Cole a fait son retour il y a 3 mois? Bientôt 3 mois. Pourquoi il l'a fait il y a bientôt 3 mois? Pourquoi ce soir, dans ce show où il y a très peu de choses à se mettre sous la dent, qui manque beaucoup beaucoup de star power et de trucs intéressants, pourquoi c'est pas cette semaine qu'Adam Cole a fait son premier véritable retour sans apparaître à l'antenne? Qu'est-ce qui empêchait cette décision? On l'aurait pas vu encore plus longtemps, il nous aurait encore plus manqué. Boum, de nulle part, il fait son entrée comme il l'avait fait à l'époque. Hein, c'était fantastique ce qu'il avait fait à l'époque en janvier. Son retour, j'ai trouvé incroyable. L'émotion qu'il dégageait. Vous faites la même chose, juste vous le faites le 22 mars 2023. Le 22 mars 2023, Adam Cole fait son retour. L'émotion, la promo, tout pareil, la même durée, etc. etc. Sauf qu'il termine par ceci. La semaine prochaine, je fais mon premier match officiel. Paf, pop de la foule. C'est la semaine prochaine, c'est tout, ça arrive tout bientôt. Mais je dans l'adversaire. Alors j'ai pensé à des noms. Et là, on rebranche ce qui nous a été proposé hier. Daniel Garcia arrive et on continue la promo. Sauf qu'on aurait gagné en énormément de choses. On aurait gagné en hype, en énormément de hype, parce que là, ça fait 3 mois qu'on attend que Adam Cole fasse son match. Je veux dire que la hype, c'est un peu tamisé. S'ils avaient fait le retour maintenant, bam, la hype aurait été énorme. Et on aurait voulu voir ce match. Ça aurait fait brancher des gens à la télé. Ils auraient voulu voir ce truc. Les spectateurs auraient été à fond. Donc, là-dessus, encore une fois, c'est une erreur. Et je ne sais encore pas, c'est un mystère, pourquoi Adam Cole a fait son retour il y a 3 mois sans qu'il capitalise jamais dessus. Ça ne fait aucun sens. J'imagine que le mec devait pas être prêt pour se battre dans le ring, encore. Mais si c'est le cas, pourquoi tu lui fais faire un retour? C'est quoi l'intérêt? Bref, restons sur ce segment-là qui était réussi pour le coup. En tout cas, côté Adam Cole, parce que côté Daniel Garcia, mon dieu, Daniel Garcia. Daniel Garcia. Bon. Dan Garcia rentre, il a un pull qui est mal mis, c'est-à-dire qu'on voit, il y a une épaule qui est sortie, donc il le fait pour le style, hein, mais c'est lamentable, ça a zéro style, ça fait juste idiot et mature. Donc niveau crédibilité, on repassera. Garcia arrive, commence à étaler son CV, et il commence à dire à Adam Cole, pendant que t'étais sur Twitch à jouer aux jeux vidéo, moi j'étais là et j'ai battu Brody King, j'ai battu Ricky Starks, j'ai battu Bryan Danielson. Et là dans ma tête je me suis dit, putain, c'est vrai, le mec a battu Bryan Danielson. Le mec a battu Bryan Danielson il y a plusieurs mois. Et actuellement, il l'a fait taper, hein. Il a piné Bryan Danielson. Non, ou l'a fait soumettre, je sais plus. Et actuellement, le mec, il est là, exactement à la même place où il était avant de le battre. Il n'a pas avancé. Vous vous rendez compte? Le mec a tapé le plus gros catcheur de la fédération, historiquement, qui a le plus gros CV, et il n'a pas évolué après cette victoire. Et ça, c'est révélateur du booking nul de la l'AEW. Ils savent pas élever leur talent. Ils font des trucs gratuits et ça mène à rien. Daniel Garcia est à la même place. Et encore une fois, que Daniel Garcia ait battu Bryan Danielson, c'était une mauvaise décision. C'était une très mauvaise décision. Le mec n'avait pas les épaules pour battre Bryan Danielson. Il n'avait pas les épaules pour faire un truc aussi ouf que ça. Donc il n'a pas avancé. Oui, c'est normal qu'il n'ait pas avancé. Mais putain, c'est dingue quand même. Donc Adam Cole répond, lui aussi il a son CV, j'ai été champion dans plusieurs fédérations, etc., etc. Semaine prochaine, je vais te péter la gueule, boum, mic drop. Les deux ils se trash talk sans qu'on les entende, hein, il n'y a pas les micros, juste ils se trash talk. Et pendant le trash talk, on dirait que Daniel Garcia va se mettre à chialer, quoi. Mais c'est. En vrai, il est un peu lamentable. Hein. Il est pas mauvais en promo, mais il fait très enfant et il fait. On dirait qu'il a pas l'âge, qu'il a pas la carrure pour affronter les mecs, quoi. Il est pas présent, quoi. J'ai jamais compris le nombre de push qu'il a reçu. Mais hormis ça, Adam Cole en face, ça fonctionne super bien. Comme je dis, c'est le babyface le plus over de la compagnie actuellement. S'il y a une rivalité que j'ai envie de voir actuellement, avant que ça s'estompe, parce que ça, y a le nombre de coups manqués de la AEW, mais je pense que je ferai une vidéo à part pour parler des coups manqués de la AEW. Il faut capitaliser. En ce moment, Adam Cole, il est over. Une fois que vous avez vite fait vos trucs Darby Allin et MJF, faut foncer faire un Adam Cole MJF, mais vraiment foncer. Et après ça, si CM Punk revient, là, il faudra revenir avec CM Punk, j'imagine. Mais Adam Cole, faut capitaliser là. Faut capitaliser, capitaliser, capitaliser. Le mec, il est over as fuck. Faut surtout pas niquer cette flamme. Par pitié qu'Adam Cole rentre pas en rivalité contre Chris Jericho. Par pitié qu'il subisse pas le sort qu'a subi Ricky Starks. Mon dieu, par pitié. Mais je sens que ça va arriver. Hein. Ça va arriver forcément. Ils vont intervenir. Oh non, non, je le sens déjà venir. En fait, j'ai pas réfléchi. Oh non, ils vont faire Adam Cole Chris Jericho. Oh non. Non.
Par pitié, non. Vite, changeons de sujet. Changeons de sujet parce que putain, oh j'en peux plus, mais je vois que des matchs que je râle à chaque fois là. John Moxley affronte Stu Grayson. Putain, la fiche de rêve. La fiche de rêve. Est-ce que quelqu'un est vraiment intrigué par ce match? Pourquoi on aurait quelque chose à foutre de John Moxley contre Stu Grayson? C'est qui Stu Grayson? Bon, on va parler du match pour que mon point soit plus clair. Encore une fois, super booking de l'AEW décidément. Le Blackpool Combat Club. Oh putain, ce groupe. Le Blackpool Combat Club a tourné heel récemment. Et j'ai rien contre ça. En heel, y a pas de problème, ça marche bien. Ils ont tourné heel, il en faut, c'est cool, ils sont heel, y a pas de problème. Mais pourtant, chaque semaine, ils gardent leur même putain d'entrée à rentrer par la foule. Rentrer par la foule, symboliquement, c'est fort. C'est faire partie du peuple. Je fais partie du peuple, je suis votre catcheur, c'est moi, je suis avec vous. C'est ça le message de rentrer par la foule. Et ils sont heal. Ils sont heal, ils sont censés être les méchants et c'est les héros du peuple. Et en plus, on leur rentrée, ils acclament, ils font des gestes avec la foule, on les voit célébrer, la foule pop quand ils les voient. Et dès que la cloche sonne, oh c'est bon, on est des heals. Et dès que le match est terminé, on repart par la foule. On est nouveau des faces. Mais assumez vos décisions, arrêtez, putain. Je sens que c'est Mox qui insiste pour faire son entrée. C'est très compliqué, putain. Le pauvre Claudio qui se retrouve là-dedans, putain, il peut pas s'exprimer. C'est terrible. Il va faire une entrée de face, le mec il s'en bat les couilles, c'est juste relou. Et du coup, au final, mettez-vous dans l'arène, vous voyez un gars rentrer par la foule, il est badass, etc., etc. Il a une super musique d'entrée, la foule chante, c'est trop cool. Qui a envie d'encourager Stu Grayson après ça? On s'en fout de Stu Grayson. Le heal est beaucoup plus stylé, le heal rentre par la foule, c'est lui qu'on a envie d'encourager, c'est pas Stu Grayson. Vous voyez le problème. Et pourtant, on nous dit clairement, Stu Grayson c'est babyface et John Moxley le heal. John Moxley fait beaucoup de choses très très dégueulasses pendant ce match. Et surtout qu'il y a... Encore une fois, on peut pas avoir quelque chose à foutre de Stu Grayson parce qu'il n'y a pas de projet Stu Grayson. Il n'y a pas de projet Dark Order. Et pourtant, mon dieu, il n'y a pas de projet Stu Grayson, mais le mec, il se bat comme Shawn Michaels, quoi. Il a le même cœur, on dirait sa réincarnation, quoi. Le mec, il kick out d'un putain de pile driver qui a été exécuté pendant la coupure pub. Ils ont fait... John Moxley a exécuté un pile driver, un mouvement mythique, un finisher de l'époque, une prise ultra protégée à l'époque qui a été exécuté pendant la coupure pub. Et Stu Grayson, c'est qui Stu Grayson? Stu Grayson a kick out d'un pile driver. Je rappelle quand même que récemment en Revolution, dans le match Iron Man, MJF a obtenu un pin face à Bryan Danielson après un pile driver. Oui, c'est une prise mortelle. Et ça se voit qu'elle est mortelle. Et il me semble que la semaine dernière, je sais plus si c'était un pile driver, mais je crois que Stu Grayson arrêtait pas de kick out à des trucs beaucoup trop forts. Et encore une fois, c'est de l'irrespect envers le business. Ce qui se passe, c'est que en faisant en sorte qu'un jobber, parce que c'est un jobber kick out à des prises mythiques, ça décrédibilise complètement ses prises. Et ce qu'on voit fait faux. Il n'y a plus aucun intérêt. S'il n'y a plus aucun enjeu, mais ça va 1000 fois trop loin les matchs après. C'est absolument stupide. Les gars ne scellent plus. Les gars ne scellent plus jamais. Il fait pas que ça, Stu Grayson. Après, John Moxley lui cale son slipper qui, on le rappelle, a fait dormir des catcheurs comme Brody Lee, et une pensée pour Brody Lee, encore une fois, qui aurait fait beaucoup de bien à ce business. John Moxley a fait roupiller Brody Lee avec ce même slipper, et là, Stu Grayson, il résiste, il y a du cœur. C'est du catch indie où personne ne scelle, c'est nul à chier, putain. Encore une fois, ça fait que décrédibiliser ces prises mythiques. Le slipper, c'est la prise finale de Samoa Joe qui a endormi plein de gens en une seconde avec cette prise. Putain, mais ça nique la cohérence du catch qu'on a vraiment, vraiment besoin. Ce match a aucun intérêt. Encore une fois, John Moxley n'a pas gagné en hit. Il a même gagné en sympathie, puisque encore une fois, il est cool, il rentre par la foule, etc. Donc il ne gagne pas en hit alors que c'est un heal. Qu'on construit un programme où il va être heal, il gagne pas en hit. Les mouvements utilisés, des mouvements mythiques, ont été décrédibilisés. Il y a juste Stu Grayson qui a gagné en pertinence, en résistance, mais vu qu'il n'y a pas de projet pour lui, parce que soyons honnêtes, il n'y a pas de projet Dark Order, à quoi servait ce match? À rien. C'est du temps d'antenne perdu, du temps d'antenne qui est précieux.
Et c'est l'heure des femmes. Toni Storm versus Sky Blue. Et je l'ai déjà dit, je le répète, mais Sky Blue n'est pas prête pour avoir du temps d'antenne, encore une fois. Mais ce show était pas bon, hein, ce show était vraiment pas bon. Sky Blue n'est pas prête pour avoir du temps d'antenne. Elle est trop verte, elle doit encore s'entraîner. Et je dis pas qu'elle est pas prometteuse. Elle peut être intéressante, juste elle n'est pas prête. Et elle a eu du temps d'antenne, et du coup tout ce qu'elle fait, ça se voit, elle en perd la pauvre, elle en perd, elle se fait décrédibiliser, ça va être dur pour elle de remonter la pente et se montrer pertinente par la suite. On a vu ses failles, trop de fois, face à des athlètes beaucoup plus établis comme Toni Storm, que j'aime beaucoup Toni Storm. Donc le match est archi-bof, c'est assez sloppy. Il n'y a pas de botch à proprement parler, mais c'est pas intéressant ce qu'on voit à l'antenne, quoi. Toni Storm, c'est de loin ma quelque chose préférée des 3 membres de l'Outcast. Actuellement, le roster féminin, il est pas bien. Il a jamais été vraiment bien, mais il manque de talent, hein. Ce groupe est sympa, mais il manque de babyface en face. Les seuls qu'elles ont, c'est Jamie Hater et Britt Baker. C'est les seuls qui sont véritablement établis. Sauf que non, elles sont certes en rivalité contre Jamie Hater et Britt Baker, mais elles sont aussi en rivalité contre Riho et ses potes. Parce que oui, à la fin, alors que après l'épisode de Toni Storm, les Hills commencent à vouloir taguer Sky Blue, il y a Riho qui rentre, Rio et ses 40 kilos, qui rentre avec son petit bâton dans les mains, là, son gros truc, je sais pas ce que c'est, on dirait un immense God Miché, je sais pas ce que c'est que ce truc. Mais elle arrive comme ça, et je veux dire, mais c'est ridicule. C'est ridicule. La meuf, elle arrive en petit tutu rose, elle fait 40 kilos, et les Hills, elle fuit. Mais à quel moment tu fuis Rio? Un vieux backbreaker et tu la casses en deux, c'est terminé. D'où elle représente une menace pour Toni Storm, Rubiso et Saraya. C'est. Oh putain, et les marques là qui sont là à acclamer Rio quand elle se fait son entrée, mais c'est. Oh putain, mais c'est terrible, c'est terrible. Et on arrive à la fin. Oh putain. Et j'ai pas fini de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match final. Un dream match, le main event, un match de rêve. Ils ont pas arrêté de dire pendant le show, un match de rêve. Un match de rêve. Kenny Omega, de retour en solo, affronte El Hijo del Vikingo. Littéralement le fils du viking. Et qui le fils du viking? Je ne savais pas. Je savais pas, mais c'est un dream match. Je sais pas qui est le fils du viking, mais apparemment c'est un dream match. Putain de marque. Putain de marque. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que c'est de la branlette pour des mastiqueurs d'élite. Voilà ce que c'est ce match. De la branlette pour des mastiqueurs d'élite. On connaît pas El Hiro del Vikingo. Il n'est jamais apparu pendant ce show. Mais c'est un dream match et on devrait en avoir quelque chose à foutre. Mais allons-y. Faisons en sorte qu'on soit suffisamment curieux pour en avoir quelque chose à foutre. Ok, je me mets à la place, je suis curieux. J'ai hâte de voir ce match. Alors, revoir Omega en solo, moi je suis d'accord. Omega, tant qu'il se porte loin des Bucks, il a son comportement, on ne pourra pas le changer, c'est bon, il a son délire. Je suis pas fan de tout ce qu'il produit, mais en solo il fonctionne toujours mieux qu'en trio avec les Bucks. Et on va pas se mentir, même si le match est sympa, je vois vraiment le match est sympa, il est correct. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire pendant tout le long de ce main event, putain, le degré de dangerosité et d'effort que les mecs mettent sur le ring actuellement, ça en vaut pas la peine par rapport à mon degré d'intérêt. Les mecs, mais ils font des trucs, mais oufissimes, des trucs tellement dangereux, ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Mais y a pas d'émotion. Et moi, je m'investis pas, je vois juste deux gars faire des trucs de malade, mais à quoi ça sert? Pourquoi vous faites ça, je me dis? Faites-en moins et faites-le mieux. Arrêtez de vous mettre en danger comme ça pour ça. Je veux dire, ils ont fait des trucs de malade et j'ai juste trouvé le match sympa. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais ils peuvent pas se permettre de potentiellement se tuer à chaque prise. C'est terrible. Les gars, ils vendent les coups, mais ils essayent pas de gagner. Au moins ils vendent. Au moins ils vendent. Pour une fois, ça vend les coups, c'est cool. Ils font des prises et voilà, ils sont par terre, ça geint, etc. Mais
Mais ils essayent pas de gagner le match. On sent qu'ils veulent quand même impressionner par derrière, que c'est pas pour gagner qu'ils font ça. Et on va pas se mentir, avec le physique qu'il a, le fils du Viking fait 1m60. Il aurait dû passer plus de temps dans le match au sol à galérer pour pouvoir se relever. Omega, physiquement, il a clairement un avantage. Il est beaucoup plus musclé, beaucoup plus imposant, beaucoup plus lourd que son adversaire. Et pourtant, rien n'arrête le fils du Viking de faire des mouvements acrobatiques incroyables après 15 minutes de combat acharné, ce qui, encore une fois, nique la cohérence. Il aurait dû passer beaucoup plus de temps au sol. Mais Kenny Omega fait très peu genre de travail au sol. Si ça aurait été Punk, si ça aurait été Bryan, si ça aurait été MJF, il aurait pris les héros, il l'aurait amené au sol, il l'aurait calmé tout de suite. Bien sûr, mais c'est pas le type de Kenny Omega et c'est pour ça que ces matchs dégagent très peu d'émotion parce qu'on ne croit pas vraiment à ce qu'on voit. C'est juste, c'est du catch indie, c'est du catch indie pour Mark et dans ce cadre-là, celui-là était pas forcément mauvais. Mais encore une fois, ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Surtout en main event, quoi. Et du coup, bon, il y a quelques moments négatifs, il y a plein de moments, comme d'habitude dans ce type de match, on voit clairement Omega regarder son adversaire et attendre que ce dernier lui saute dessus, sans qu'il esquive pour autant. Du coup, encore une fois, ça nique la cohérence. Il n'est pas. Putain, juste. À partir du moment où tu vois ton adversaire et que tu restes fixe à attendre que le coup arrive, c'est nul à chier, ça n'a aucun intérêt. On voit que c'est de la danse, on voit que c'est de la chorégraphie. Et le but, c'est qu'on ne voit pas ça, justement. Le moins possible. Mais encore une fois, il y a des trucs chouettes dans ce match. Hein. Il y a eu ce passage d'impression vers la fin du match où le fils du Viking a fait un Hurricane Rana inversé qui a emmené Omega à l'extérieur sur la table et il a suivi ça d'un triple salto à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'était bien agencé pour que ça reste crédible. Il y a pas eu de. Les spots ont bien été bookés. Ce spot-là a bien été booké, c'était impressionnant. Et après, ça s'est derrière. Ils sont revenus pile poil à neuf dans le ring. Voilà. Mais c'est impressionnant, mais encore une fois, le Dream Match, je me fous du match de rêve. Un truc que je veux parler aussi, c'est que en bâtissant ce match, un Dream Match, avec ce genre intitulé, la AEW là ne prend pas de nouveaux fans. Il appuie son côté sectaire parce qu'encore une fois, un Dream Match, un match de rêve, et on ne sait pas qui est ce gars d'1m60. On ne sait pas qui c'est. Donc le Casu qui dit on te promet un match de rêve, le Casu, hein, celui qui voilà, juste il se branche, il a dégradé un peu le catch, et oh tiens il tombe sur Kenny Omega, il le connaît vite fait de nom. Apparemment c'est un dream match, ok. Il mate le show, il se fait chier, il voit plein de trucs à la con. Et là le match de rêve, il voit débarquer un petit gars d'1m60 avec un masque de viking trop grand pour lui. Quand il voit ça, mais il fait mais what the fuck, c'est quoi ce délire? On va prendre le match de rêve et je vois un gosse déguisé en viking. C'est quoi l'arnaque là? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en faisant ça, alors que tous les marques, tous les fans de W et fans de catch, de la Ring of Honor, de la AAA, de toutes ces fédérations, oui, là ils sont là à se branler, ils font ah putain, ils se mastiquent, ils sont ah oui, les Ergo Vikingo, incroyable, match de rêve, Kenny Omega, waouh, fou. Mais pour le casu, pour la nouvelle audience, ça les fait fuir ça. Là on nous appuie juste que AEW c'est très sectaire. Soit tu partages le passion, tu partages tout notre amour pour tout le catch indépendant, indie, bizarre, nul à chier, selon moi, soit tu te barres. Aucune volonté de prendre. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va attraper de nouveaux talents, c'est pas comme ça qu'on va attraper des nouveaux spectateurs. Bref, ça c'est en ce qui concerne le match. Mais après le match, en après-match, il y a eu une attaque. Parce qu'à la fin, alors que Kenny Omega fait une petite promo, le Blackpool Combat Club, les heel face, qu'on sait pas trop, ils arrivent pour agresser Kenny Omega. Et oui, là on blip d'un programme Blackpool Combat Club face à l'élite et on va nous demander d'être forcé à acclamer l'élite et c'est pas une blague, on va devoir acclamer l'élite, c'est eux les babyface, ça va être terrible. Et plus tôt dans le show, en fait, le Blackpool Combat Club avait déjà agressé les Young Bucks au début du show, donc ils étaient partis en ambulance. Et là, alors que Omega se fait attaquer, il y a Adam Page qui revient après avoir volé une ambulance. Il arrive, en ayant volé l'ambulance, il arrive donc dans l'ambulance au show. Le public acclame, ils sont là à faire cowboy shit, merde de cowboy. Mais putain, mais bande de marques, encore une fois, je suis désolé, mais le mec a rien d'un cowboy. Y a pas moins cowboy qu'Adam Page. Le mec qui veut se prendre pour Stone Cold, c'est un segment à la Stone Cold, hein, le mec ultra badass, il arrive, il a volé l'ambulance, en bat les couilles pour niquer la gueule des heals. Il se prend pour Stone Cold, mais la réalité c'est que quand j'ai vu Adam Page en ambulance, j'ai pouffé de rire.
pouffé de rire quand on me dit que ce gars a volé l'ambulance. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas avec lui. Il a pas l'aura d'un bad boy. Surtout pas l'aura d'un cow-boy. Lui vraiment, il a volé une ambulance, sérieusement, Adam Page? Mais sans déconner, sans rire, quoi. Sans rire, mais c'est lamentable. Il aurait jamais fait ça, c'est lamentable, on n'y croit pas une seule seconde. Mais bref, il fait la save, donc le Blackpool Combat Club s'en va, mais dans le procédé, il fait chuter Don Callis, le manager de Kenny Omega, par accident. Et Don Callis, qui apparemment ne veut pas de Adam Page dans les parages, il dit à Omega que Adam Page l'a fait tomber, l'a fait chuter, etc. etc. Alors qu'encore une fois, Omega, en se faisant agresser, il a vu qu'Adam Page arrivait pour lui sauver le cul. Hein. Omega a vu Adam Page sauver le cul, il l'a vu. Mais parce que Don Callis lui dit qu'il m'a fait chuter, Omega il est en mode oh putain, tu me saoules, on peut pas compter sur toi, on n'a pas confiance en toi, allez casse-toi. En tout cas, dans le langage corporel, dans le langage facial, c'est ce qu'on comprend. En mode casse-toi, on peut pas croire en toi, tu sers à rien. Et encore une fois, j'ai pouffé de rire. C'est quoi ces réactions de gamins? Alors là, c'est l'élite qui écrit ça, c'est Adam Page, c'est Omega, c'est les Bucks, c'est eux qui écrivent cette storyline, clairement. Mais c'est quoi ces réactions de gamins? C'est quoi ces réactions de gamins ça? Le mec, il se fait sauver le cul et là, il est là à faire mais on veut pas de toi. De toute façon, je me rappelle, dans le passé, tu m'as fait des coups de pute, etc. Je veux pas de toi, truc. C'est des réactions infantiles et ça représente exactement ce que sont l'élite. Ce sont des gosses. Des gamins, c'est infantile au possible. Et on va me demander d'acclamer ces mecs. Et juste, à titre comparatif, informatif, je rappelle que sur l'autre chaîne, il y a eu actuellement une tension entre deux anciens amis, Kevin Owens et Sami Zayn, qui se sont trahis mutuellement, qui se sont vraiment fait des choses horribles, qui ont trahi leur famille, leur relation pour aller rejoindre un autre camp, la Bloodline, etc., etc. Beaucoup, beaucoup de ressentiments là-dedans. Énormément de ressentiments. Et là, pour un programme, ils ont agi comme des adultes. Kevin Owens était en mode non, mais t'inquiète, je vois très bien ce que c'est de faire, juste fais ta vie, je fais la mienne. C'est tout. Et mais ils sont pas là à faire des enfantillages. Et c'est la même chose qui se passe. Théoriquement, c'est la même chose qui se passe. Sur une chaîne, c'est des gamins qui ont des réactions de gamins. Sur l'autre, des adultes. Tout est dit. Tout est dit. Cette rivalité promet. Donc voilà, c'était pour ce W Dynamite. Oh boy, la suite du programme promet. L'absence de MJF se fait ressentir clairement. L'absence, c'est pas l'absence parce qu'ils ont des babyface, ils ont Adam Cole, mais l'absence de babyface dans des programmes pertinents manque terriblement. La surabondance de talents qu'on ne veut pas voir à la télé est trop présente. Et le trop plein de trucs indie, de niche et de trop. C'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.